Chers intervenants, cher Monsieur Sauvé, président de la Cité universitaire, chers collègues, chers publics, chers résidents et résidentes, et aussi chère Madame Mininga qui nous est connectée depuis l'Allemagne, et ça pose quelques problèmes parce qu'il n'y a pas seulement le dérèglement climatique dont on va parler, il y a aussi le dérèglement technique quelquefois, et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ici à la Maison Heinrich Heine pour cette table ronde qui s'intègre dans le programme de l'Université de la Paix 2023 à la Cité universitaire qui, comme je disais déjà tout à l'heure, qui se tient depuis la première fois depuis la pandémie du Covid. Il y a eu une interruption dans la tradition de ce grand événement créé en 2015 et je suis vraiment heureuse que de plus en plus de maisons ont finalement, après un retard qu'on avait dans la programmation, pris la décision de coopérer. Il y a 5 maisons, 5 ou 6, je pense même 6 maisons, parce qu'il y a aussi la maison de l'Argentine qui s'est ajoutée à la liste des maisons. Il y a la maison, le Collège d'Espagne, il y a la maison du Portugal, la maison du Brésil, il y a la maison des étudiants canadiens. J'ai cité l'Argentine et la maison Heinrich Heine. Cette université de la paix est devenue, pendant des années, quand on l'a programmé, vraiment un événement très riche de tables rondes, concerts, aussi des événements comme des expositions, des projections de films, et toujours avec une thématique très forte, actuelle, et avec une dimension internationale. Cette année, il y a un accord après un échange avec le comité des résidents de la Maison Heinrich Heine, nous avons proposé ensemble le thème de l'urgence climatique, et en fait, nous avons fait un titre un peu plus large de l'urgence à la justice climatique, parce que le thème de justice climatique nous semblait extrêmement intéressant. C'est un concept récent qui désigne des mouvements politiques, éthiques, moraux, ou qui fait appel aussi à la justice, et ces questions de l'égalité face au dérèglement climatique sont de toute actualité et ont été traitées notamment à la dernière COP, la COP 27, qui s'est tenue en novembre de l'année dernière à Sharm el-Sheikh. Et cette notion de la justice climatique est un concept qui va encore prendre de l'ampleur, je pense. C'est un concept quand même qui va encore qui a besoin de précision, notamment, mais qui est un concept qui aussi, je pense, reprend aussi l'engagement, surtout non seulement des pays du Sud global, mais aussi des membres de la société civile, des jeunes surtout, parce que c'est un sujet comme l'urgence climatique, le dérèglement climatique, qui, en premier lieu, est ressenti comme quelque chose d'absolument prioritaire par les jeunes générations. Ce qui est absolument normal, parce que quand on voit le changement qu'on peut observer tous les jours, et peut-être même cette pluie aujourd'hui un peu torrentielle, est aussi fruit de ce dérèglement climatique, on peut être préoccupé vraiment par ces évolutions qui s'accélèrent et qui prennent une dynamique qui semble vraiment incontrôlable. On a eu une conférence très intéressante avec une perspective brésilienne, et je pense maintenant on a tout à l'heure l'occasion de cette table ronde avec beaucoup d'intervenants qui viennent aussi en partie d'Allemagne, et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais tout d'abord, je voudrais laisser la parole
à Monsieur Jean-Marc Sauvé, qui est président, comme je disais, de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris et qui est juriste, très connu, très réputé en tant que juriste. Et je pense votre vision d'une justice climatique va nous intéresser énormément. Et je vous prie de prendre la parole. Je ne voudrais pas empiéter sur la table ronde qui doit commencer. Je serai donc bref. Je voudrais rendre hommage à Christiane Duyssen d'avoir pris l'initiative cette année de cette édition de l'Université de la paix, consacrée donc à l'urgence et à la justice climatique. Et je remercie donc la Fondation de l'Allemagne, Maison Heinrich Heine, de cette initiative, comme je remercie les 5 maisons qui se sont associées à cette initiative pour faire vivre dans la durée l'Université de la paix. Alors, le thème de cette année est un thème très stimulant, car on sait bien qu'il y a une urgence climatique et que de la réponse que nous saurons apporter ou pas à cette urgence dépend pour une part significative l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité. C'est un enjeu absolument fondamental. Je pense que cet enjeu, qui est d'une difficulté absolument considérable, est de nature à apporter, au-delà de toutes les contradictions, de toutes les oppositions, de toutes les difficultés qui apparaissent, cet enjeu de l'urgence climatique est de nature à apporter une réponse à la crise démocratique dans nos pays et dans l'ensemble du monde. La crise démocratique tient à de multiples causes, mais elle tient, à mes yeux, essentiellement à la perte de vue de ce qui nous réunit et de ce qui nous est commun. Nous vivons dans un monde qui reconnaît et qui ne chérit que la performance individuelle, les droits individuels. Nous avons donc un peu perdu ce qui est de nature, collectivement, à nous faire tenir ensemble, à nous faire vivre ensemble. Et l'urgence climatique s'impose comme un point essentiel de l'ordre du jour de l'ensemble des États, mais aussi de l'ensemble des habitants de la planète. Donc, la crise que nous affrontons est une crise extrêmement difficile, mais je pense qu'elle doit nous permettre de construire ensemble ce que j'appellerais du commun entre nous. Et c'est quelque chose qui est très positif pour redonner du souffle à nos collectivités nationales, nos communautés. Je voudrais aussi souligner l'opportunité de ces réponses à la crise climatique. Cette crise permet aussi de conjuguer à la fois les initiatives publiques, étatiques, et en même temps la démarche de la société civile. Alors, naturellement, il n'y a pas d'harmonie spontanée, mais la conjonction des initiatives publiques, l'aiguillon de la société civile doit nous permettre d'avancer. La crise climatique et l'urgence de la réponse à cette crise peut nous permettre aussi d'apporter non pas un élément de réponse, mais un élément de dialogue entre des mondes qui communiquent difficilement. Je pense en particulier au nord et au sud global. C'est une grande difficulté, mais c'est aussi une opportunité
de travailler ensemble au règlement d'un problème que le Nord global a largement contribué à créer depuis le XVIIIe siècle, et en particulier au cours du XXe siècle. Et donc, de même, je pense que dans un monde qui est fracturé entre les démocraties et les régimes autoritaires, nous avons aussi, avec la crise climatique, la chance de pouvoir avoir un sujet commun que nous devons régler en commun. Je voudrais enfin terminer par la perspective qui nous réunit, qui est la perspective de la justice. Au fond, une des causes que nous partageons ensemble dans l'humanité, au-delà de l'épanouissement individuel, de la reconnaissance des droits personnels, des performances que les uns et les autres peuvent réussir, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, sur le plan intellectuel. Ce qui nous réunit, c'est la construction d'une existence collective dans laquelle la justice puisse être reconnue. Finalement, dans l'histoire humaine, il y a quelques grands principes qui peuvent nous réunir. Alors la vérité, aujourd'hui, on a des ambitions limitées. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Déjà, si on est d'accord pour dire que la nuit est tombée sur Paris et que ça n'est plus le jour, on avance. On sait très bien qu'on est dans un univers de post-vérité. Et la vérité aujourd'hui est une conquête, et une conquête qui doit être ardemment poursuivie. La vérité, je dirais la beauté, oui, mais fondamentalement la justice. La justice. C'est une des ambitions les plus essentielles que nous portons. Voilà des millénaires que dans l'histoire de l'humanité, cette idée de justice chemine, et il est tout à fait clair, tout à fait évident que nous ne pourrons faire face à la crise climatique, à l'urgence climatique, qu'en assurant la promotion d'une vision commune de la justice. Nous sommes confrontés à des défis absolument considérables, mais ces défis sont une chance et sont une opportunité pour nous permettre à tous de retrouver en réalité la conception de ce qui est bien, et de ce qui est commun entre nous, et de refonder de manière radicalement nouvelle une certaine idée de la justice. De la justice entre le Nord et le Sud, parce que nous ne sommes pas les uns et les autres également responsables de la catastrophe écologique à laquelle nous devons faire face. Nous ne sommes pas également responsables et nous ne sommes pas également concernés par les conséquences. On voit bien qu'aujourd'hui, certains pays notamment sont menacés par la désertification, sont menacés aussi par la submersion. C'est-à-dire que la mer va recouvrir les terres, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi une certaine idée de la justice au sein de nos pays, entre les différents groupes sociaux. Les différents groupes sociaux ne sont pas également responsables de la production de gaz à effet de serre, de la production de carbone. Et ils ne sont pas également concernés par les conséquences de cette crise. Il y a ceux qui ont accès à la climatisation et ceux qui n'y ont pas accès. Et donc, il y a quelque chose d'absolument essentiel à refonder dans nos sociétés, qui est une idée commune de la justice. Et si l'on y parvient,
je crois que l'humanité non seulement aura surmonté une épreuve dans laquelle elle joue son avenir, mais elle aura également, et à mon avis de manière décisive, progressé vers la cohérence, la cohésion et l'harmonie. Alors, mon propos vous paraîtra tout à fait naïf, j'en suis bien conscient, mais il y a de grands risques dans la période qui est ouverte depuis une vingtaine d'années et qui va se prolonger au minimum sur le 21e siècle. Il y a de grands risques, il y a de grandes opportunités, il faut les saisir. Et je remercie donc la Fondation de l'Allemagne, je remercie Christian Deussen d'avoir pris l'initiative de nous faire réfléchir ensemble à ces grandes questions. Nous avons tous beaucoup à apprendre et à nous apprendre mutuellement sur ces questions. Je souhaite une très belle université de la paix. Merci, Monsieur Sauvé. Je vais peut-être présenter dans un premier temps les intervenants qui sont ici présents à cette table ronde. Madame Mininger, peut-être pour commencer, puisque vous êtes à distance, vous êtes chargée des questions de climat et de développement à l'association caritative Brot für die Welt. Pardon pour mon accent, je suis pas germaniste. C'est une association qui a été fondée en 1959 pour combattre la faim et la pauvreté et l'injustice dans le monde. Vous avez passé 15 ans à suivre les questions de climat à l'échelle internationale, et notamment à l'ONU, où vous êtes spécialisé dans la justice climatique. Avec nous également Daria Sotoudeh. Excusez-moi, vous êtes la porte-parole du mouvement Friday for Future en Allemagne. Vous êtes une militante du climat, vous êtes militante de ce mouvement qui est né des actions de la Suédoise Greta Thunberg en 2018. C'est un mouvement lycéen, étudiant, un mouvement de jeunesse et qui prône également, qui se fonde sur une approche intersectionnelle de cette question de la justice climatique et qui veut porter de manière égale la voix du Sud que celle du Nord dans cette question des relations des relations climatiques internationales. Est-ce que c'est juste ? Très bien, merci. Avec nous également de Friday for Future, Theresia Krone. J'espère que je prononce bien une nouvelle fois. Vous êtes résidente de la maison Heinrich Heine et vous êtes militante de Friday for Future. Vous connaissez ces questions un peu de justice et de droit climatique puisque vous étudiez cette thématique-là. Il y a également avec nous Sébastien Treyer. Vous êtes le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, un think tank qui appartient à Sciences Po ou qui est rattaché à Sciences Po. Vous avez passé 13 ans à l'IDRI et vous m'aviez décrit la manière dont fonctionne l'IDRI comme un think tank qui se veut à l'écoute des problèmes tels qu'ils sont posés par les pays du Sud. Et puis enfin avec nous Sébastien Mabille, vous êtes avocat au barreau de Paris et le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature, vice-président, pardon, c'est vrai. Vous enseignez le droit de l'environnement à Sciences Po et vous avez notamment porté le combat judiciaire avec l'ONG Notre Affaire à tous, qui vise notamment à demander à Total de s'aligner sur l'accord de Paris. Je pense qu'on peut commencer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure peut-être, par regarder d'un point de vue un petit peu global qu'est-ce que c'est que cette question de justice climatique, en commençant par un événement qui me semble important, et puis on en a parlé un petit peu, c'est celui qui est advenu à la COP 27, c'est-à-dire la dernière COP à Sharm el-Sheikh, avec un sujet central qui est celui des pertes et dommages. On appelle ça loss and damage en anglais.
et qui résultait en fait de 30 ans de lobbying de la part de l'Alliance des petits États insulaires, qui était une alliance d'États qui se trouvait directement impactés par le changement climatique et par les conséquences du changement climatique, pour demander en fait des réparations des pays du Sud, puisque cette question a été portée par l'Alliance des petits États insulaires, mais ensuite est devenue un combat finalement de ce qu'on peut appeler le Sud global, pour poser la question de la responsabilité des pays du Nord dans ce changement climatique et de la manière dont on peut trouver une forme de réparation, si ce n'est une forme d'équilibrage international sur cette question. Est-ce que, peut-être, Madame Millinger, vous avez suivi, vous, ces questions au sein de la COP27, on en avait parlé précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce sujet des pertes et dommages, finalement, est l'aboutissement d'un processus de discussion sur la justice climatique à l'échelle internationale, et en quoi cette décision de parler de pertes et dommages à la COP27, ce qui n'avait pas été le cas précédemment, était particulièrement importante. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute Abend auch digital dabei sein darf. Ich wäre auch gerne physisch dabei gewesen. Auf dem Weg von Berlin nach Paris bin ich dann im Saarland gestrandet, Gott sei Dank bei meiner Familie, die noch hier lebt. Denn aufgrund des Streiks bin ich leider nicht mehr weitergekommen. Und mein letztes Mal in Paris war vor 7 Jahren, als ich 2 Wochen lang in Paris-Bourget in dem Konferenzzentrum war und die Klimaverhandlungen mitgehört habe. Hören Sie mich nicht gut? Der Moderator gibt mir ein Zeichen. Je vous entends pas encore, mais je pense qu'on va régler ça. Est-ce que C'est juste là. Hören Sie mich nicht? Ah, gut. Dann werde ich jetzt weitersprechen. Non, toujours pas. Ich war in Paris-Bourget bei den Klimaverhandlungen, die COP21. Très bien, merci. Und von 15 Klimaverhandlungen, die ich mitverfolgt habe in den letzten 15 Jahren, war die französische Präsidentschaft die allerbeste. Sie hat es geschafft, was absolut unmöglich erschien zu dieser Zeit. Sie waren in der Lage, die Wünsche und die wirklich sehr weit auseinanderliegenden Bedürfnisse von 196 Staaten unter einen Hut zu bringen. An dieser Aufgabe ist ein paar Jahre vorher die Präsidentschaft von Dänemark gescheitert. Nun, 7 Jahre später, mussten wir erleben in Sharm el-Sheikh, dass Licht und Schatten zu sehen war. Die ägyptische Präsidentschaft war nicht in der Lage gewesen, dass alle Staaten sich in einem Abschlussdokument darauf einigen, aus den fossilen Energien auszutreten. Das ist ein katastrophales Zeichen. Das war wirklich ein Desaster, dass man im Jahr 2022 noch darüber reden muss. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich auch Ägypten den fossilen und den Öl exportierenden Entwicklungsländern wie Saudi-Arabien näher stand als den vielleicht kleinen Inselstaaten. Das sind nur Vermutungen. Aber wir verstehen auch nicht, wieso es immer noch zu so einer Schwierigkeit kommt im Jahr 2022. China hat auch eine besonders schlechte Rolle gespielt bei diesem Gipfel. Licht kam daher, und das war wirklich ein Durchbruch nach 30 Jahren, dass die kleinen Inselstaaten, die Gruppe der ärmsten Länder und die Gruppe der afrikanischen Staaten es geschafft haben, endlich Kompensationszahlungen einzufordern für jetzt schon eingetretene klimabedingte Schäden und Verluste. Über dieses Thema konnte man in Paris vor 7 Jahren noch nicht verhandeln. Im Pariser Klimaabkommen, das ganze Abkommen wurde aus einem Grund durchnummeriert und alle Überschriften mussten gelöscht werden, weil man vor 7 Jahren noch keinen Artikel nennen konnte zu Loss and Damage. Also im Verhandlungsjargon Loss and Damage heißt klimabedingte Schäden und Verluste. So groß war die Angst gewesen, dass Reparationszahlungen damit einhergehen.
Also, aus dem Grund hat das Pariser Klimaabkommen Artikelnummern statt Überschriften, falls das mal jemandem aufgefallen ist. Es ist durchnummeriert von 1 bis und der Artikel 8 sagt, ist der Artikel zu Loss and Damage, aber die Überschrift durfte nicht so heißen, weil zu empfindlich war man, dass eben Geld eingefordert werden konnte. Ganz empfindlich damals waren die USA und die haben gesagt, sie werden dem Pariser Klimaabkommen nur beitreten, wenn diese Überschriften rausfliegen, die Nummerierung reinkommt und es noch einen Zusatzartikel gibt, in dem drin steht, okay, wir haben so einen Artikel zu Loss and Damage, aber auf gar keinen Fall darf jemals Kompensationszahlungen eingefordert werden. Und dieser Artikel ist vor 7 Jahren auf Drängen der Marshallinseln aus dem völkerrechtlich bindenden Abkommen von Paris rausgeschmissen worden und findet sich jetzt in dem Anhangpapier, in dem Decision Paper von Paris. Also auch da haben zumindest mal David gegen Goliath ein bisschen gewonnen. Die kleinen Marshallinseln haben es zumindest mal geschafft, dass wirklich eine Unverschämtheit der USA rausgeflogen ist, die gesagt haben, wir zahlen niemals und wir werden die Atmosphäre verschmutzen, so lange und so viel wir wollen. Das waren eigentlich die 2 Kernaussagen der USA. Auch unter Obama, der sehr gelobt worden ist für eine progressive Klimapolitik, mit dem überhaupt ein Paris-Abkommen erst möglich war. Aber da sehen Sie auch, wie limitiert wir schon immer auf internationaler Ebene waren. Jetzt sind wir an einem Punkt 7 Jahre später, dass die Kosten der Klimakrise so hoch geworden sind, dass auch jedes Industriestaat jetzt eingesehen hat, wenn Entwicklungsländer es nicht mehr schaffen, in der Nachfolge einer Klimakatastrophe auf die Beine zu kommen, dann sind das Failed States. Und Failed States bedeutet, dass die Menschen sich nicht mehr rehabilitieren können nach einer Dürre, nach einer Flut, nach einem Supersturm und gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, ja, auch in die Flucht geschlagen werden und migrieren müssen und nicht mehr nach Hause zurückgehen können, weil ihre Lebensgrundlagen verloren gehen. Und ich glaube, dieser Umstand, also die Verschärfung der Klimakrise, hat dazu geführt, dass jetzt 7 Jahre später in Sharm el-Sheikh das verstanden worden ist und man sich darauf eingelassen hat, ist es besser, jetzt doch Geld bereitzustellen, die ärmsten Staaten dabei zu unterstützen, schnell wieder auf die Beine zu kommen nach einem Wetterextremevent oder aufgrund von schleichender Klimaveränderung, wie zum Beispiel, dass jetzt im Fall von, Tuvalu ist ein kleiner Inselstaat im Südpazifik, der irgendwann umsiedelt, weil der Inselstaat verschwindet. Der wird absichtlich. Tuvalu habe ich sehr oft besucht. Ich arbeite sehr eng mit Tuvalu zusammen, deshalb bringe ich immer dieses Beispiel. Aber in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird man sich eine Lösung überlegen müssen. Und dann muss auch jemand die Umzugskosten bezahlen. Wenn Tuvalu Land kauft, zum Beispiel in Fidschi, weil es über höher liegendes Land verfügt, dann wird irgendjemand die Kosten für diesen Landkauf zahlen müssen und die Umsiedlung der Bevölkerung finanzieren müssen. Und dann reden wir noch gar nicht über Völkerrecht. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Denn niemand weiß, was für eine Nationalität werden die Menschen denn dann haben, wenn ihr Staat verschwunden ist. Und um diese Themen ging es jetzt in Sharm el-Sheikh. Und hier gab es jetzt zum ersten Mal einen progressiven Durchbruch. Aber was noch nicht geregelt ist, wer zahlt in einen Klimafonds für die Bewältigung von Klimaschäden und Verlusten überhaupt ein? Völlig unklar. Innerhalb von diesem Jahr wird man die Verhandlungen nach vorne bringen, dass dieser Fonds jetzt stabil aufgestellt wird, mit einem soliden Board. Es muss auch irgendwo ansässig sein. Vielleicht ist es ein eigenständiger Fonds, vielleicht wird es auch ein weiteres Fenster unter dem grünen Klimafonds sein. Aber wer zahlt ein? In meiner idealen Welt sollte es so sein, wie damals der Erfolg von Paris. Und der Erfolg von Paris hing von ganz vielen Faktoren ab. Zum einen davon, dass die Franzosen die besten Verhandler der Welt sind. Das war erstklassig, wie Frankreich versucht hat, eine gemeinsame Landing Zone
eine Landezone zu finden für ein gemeinsames Abkommen. Aber es war auch erfolgreich, weil ein paar Monate vorher Deutschland sehr viel Geld auf den Tisch gelegt hat als erstes Land und Mitstreiter gesucht hat, um Klimafinanzierung auf die Beine zu stellen. Das heißt, Geld bereitzustellen für Anpassung und Minderung. Und dann haben ganz viele Staaten, natürlich auch Frankreich, ganz viele Staaten mitgemacht und haben dann eben gemeinsam eine gute Verhandlungsatmosphäre geschaffen. Und so würde ich mir es jetzt wieder wünschen, Deutschland und Frankreich würden nach vorne gehen und sagen, wir sind die ersten Staaten, die in diesen Loss and Damage Fonds Geld einzahlen. Wir ziehen die USA mit. Joe Biden muss in diesem Je me permets d'intervenir. Okay. Und als Entwicklungsland, ölexportierendes Entwicklungsland, natürlich auch der Gastgeber des nächsten Klimagipfels, und das sollten die Emirate sein. Ich bedanke mich, dass ich hier einen kleinen Input geben durfte und bleibe gerne noch für Rückfragen mit dabei. Merci beaucoup, Madame Menninger. Je me permettais d'intervenir parce que je pense qu'il faut aussi peut-être tout simplement expliquer ce que c'est que cette question des pertes et dommages et en quoi, en fait, cette question des pertes et dommages, puisque je pense que le terme n'est pas connu de tout le monde, veut dire quelque chose de la justice climatique. Sébastien Treyer, vous avez travaillé sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu ? Merci beaucoup. Et je pense que pour venir à la question des pertes et dommages, je veux raconter une histoire très parallèle de celle de Madame Menninger. Il me semble important de voir que en 2015 à Paris, en dehors de la qualité que je pense effectivement on peut saluer, mais c'est mieux quand c'est une Allemande qui le fait de la préparation et de la présidence française, il y avait aussi une vision extrêmement pragmatique de ce que c'est la justice pour les pays du Sud. Pragmatique au sens où un certain nombre de pays du Sud, et un négociateur d'un pays africain nous l'avait dit à l'époque, ce qui importe c'est les effets concrets. Est-ce que les effets concrets vont être justes? Et en particulier, ça veut dire que la demande de justice ou de transfert financier a été acceptée comme secondaire par rapport à l'efficacité de l'action climatique. Donc d'une certaine manière, ce que disaient ces négociateurs, c'est que le scénario le plus injuste, c'est un scénario à 4 degrés d'augmentation. Et il faut à tout prix l'éviter. Et donc si l'accord de Paris permet d'enclencher l'action climatique de l'ensemble de la planète, grands pays développés, pays émergents, à ce moment-là, c'est ça qu'on met en priorité. Et par ailleurs, on a aussi des demandes d'aide, mais on peut les mettre sur un volet secondaire. Ne pas oublier qu'à la même période, il y a eu ce que dit Madame Menninger sur l'argent mis sur la table, et puis il y avait les objectifs de développement durable et le financement de l'agenda du développement durable qui a été négocié à Addis Abeba. Et donc pour un certain nombre de pays du Sud, l'accord de Paris ne va pas sans l'atteinte des objectifs de développement durable et la trajectoire de financement qui va avec. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de l'OCDE sur ce sujet, le financement du développement durable. L'écart aux besoins d'investissement s'est creusé avec les crises successives. Donc on n'est plutôt pas dans la bonne orientation. Mais surtout, ce que disent les pays du Sud aujourd'hui, et j'en viens à la question de la définition des pertes et dommages, ce que disent les pays du Sud aujourd'hui, c'est que le pari qu'ils ont fait à l'époque, de mettre leur demande de justice ou de transfert financier pour incarner la justice dans un rang secondaire par rapport à l'acceptation de dire on va faire l'universalité de l'action climatique dans l'accord de Paris pour assurer l'efficacité de l'action climatique. Aujourd'hui, ces pays du Sud disent l'action climatique n'est pas suffisante, voire elle n'est pas là du tout, et les promesses, même petites, de transfert financier ne sont pas tenues. Donc aujourd'hui, on est dans un univers complètement différent où le scénario à 4 degrés devient très possible. On a déjà les conséquences aujourd'hui, et c'est ça dont parle la question des pertes et dommages, c'est qu'on peut aujourd'hui attribuer un certain nombre d'événements climatiques extrêmes, ou comme le disait Madame Menninger, des événements qui sont plus des transformations progressives du climat, on peut les attribuer au changement climatique et à l'action anthropique qui est derrière, donc les émissions liées à l'activité économique des grands pays qui se sont industrialisés. Et donc on peut aujourd'hui voir qu'il faut à la fois essayer de faire le maximum pour être plus
plus actif en réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi faire face au fait que le changement climatique est déjà là pour ces pays. Et donc, la question de la justice se pose dans des termes entièrement différents. Et ça a été très frappant, et je vais probablement m'arrêter là, encore 3 mots. Ça a été très frappant à la COP 27 d'entendre effectivement beaucoup une collègue indienne, Sunita Narain, qui est une militante du fait qu'on doit coopérer entre les différentes sociétés civiles du Sud et du Nord, nous dire mais l'accord de Paris, il est mort, il ne marche pas. Il faut passer à autre chose. Et alors moi, l'IDRI a été en soutien très fort de l'accord de Paris. On ne veut pas l'abandonner parce qu'on pense que c'est un cadre de coopération indispensable. Mais ce message d'une collègue indienne est extrêmement frappant. Autre message qu'on a entendu à la COP aussi, il y a toujours cette question, à cause de l'urgence climatique, est-ce qu'on privilégie l'efficacité ou la justice? Est-ce qu'on peut faire les deux? Et en termes d'efficacité, on voit bien que les pays du Nord ont tendance à dire le problème c'est le charbon. Et c'est vrai que le charbon c'est l'énergie la plus sale. Mais de nouveau, les collègues indiens nous ont dit le charbon c'est l'énergie la plus sale, mais c'est l'énergie des économies en rattrapage économique. Le gaz, ça paraît plus propre, mais le gaz c'est l'énergie du Nord. Et donc, du Nord, alors la Chine étant à la fois au gaz et au charbon à mon avis, donc c'est un pays toujours intermédiaire. Mais on voit bien que là aussi, sur l'action climatique, ce qui paraît une évidence vue depuis nos pays en termes de où est-ce qu'on doit mettre le paquet pour réussir à stopper la machine climatique dans son emballement, peut être vu aujourd'hui comme privilégier cette efficacité-là, ça revient pour pas mal de pays du Sud à accroître les questions d'injustice. Mes 2 derniers mots sont les suivants. Beaucoup de nos collègues dans les pays du Sud disent en fait il y a ce problème-là du fait que les dommages climatiques on les subit de plein fouet, nous les pays qui n'avons pas pu émerger économiquement, mais par ailleurs les asymétries du système économique international sont extrêmes et se sont accrues avec la crise de la pandémie du Covid et avec les impacts de la guerre que la Russie fait en Ukraine. Et donc nous sommes de plus en plus, nous qui n'avons pas les mêmes capacités financières que les pays qui ont déjà émergé économiquement, y compris la Chine, nous, pays du Sud, et l'Inde se compte parmi eux, qui n'avons pas encore émergé économiquement, qui avons encore une population très pauvre, nous sommes en train de plus en plus de devenir les laissés-pour-compte de la mondialisation, et ça s'accroît. Et donc la question de qui paye, que posait Madame Mininger, est très importante. Ces pays disent, vous avez déployé en Chine, en Europe, aux États-Unis, des montants massifs pour la relance économique, vous déployez des montants massifs pour l'Ukraine, et nous n'avons pas les capacités économiques, vous êtes en train de créer un monde encore plus inégal. Et donc, de nouveau, je suis pas là pour vendre les positions de la République française, mais je pense que ce qu'a senti le président Macron, c'est que cette question-là a été extrêmement importante. Et donc, quand il propose en juin un sommet pour un nouveau pacte financier entre le Nord et le Sud, c'est qu'il voit bien que la question des pertes et dommages est une partie majeure de la question, mais que ça se pose beaucoup plus largement sur les inégalités du système économique mondial. C'est d'ailleurs ce que dit aussi, bien avant le président Macron, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, en disant il faut réformer le système économique mondial et à vrai dire il faudrait faire un nouveau Bretton Woods avec les institutions, la Banque mondiale et le FMI qu'il faut réformer. Donc voilà un peu ma manière de répondre à votre question. C'est bien, c'est très clair de finir cette question des financements. Je pense que on peut aussi réexpliquer que dans la manière dont les discussions multilatérales se passent, les grandes messes que sont les COP, comment la question de comment lutter contre le changement climatique et comment y répondre, on fonctionne sur 3 piliers qui sont d'une part la réduction des émissions, un deuxième pilier qui est l'adaptation, c'est-à-dire comment on se prépare à vivre dans un monde transformé par le changement climatique. Et puis la question des pertes et dommages, je pense que c'est ça qui est important aussi à rappeler, vient comme le 3e pilier, c'est-à-dire à partir du moment où les 2 aspects précédents, c'est-à-dire la limitation du réchauffement climatique et l'adaptation ne suffisent plus, et on sait qu'à certains moments ça ne suffira plus, eh bien il y aura des dommages, il y aura des pertes. Et une manière pour le Sud de faire valoir cette justice climatique, c'est de dire nous on subit ces pertes, on les subira d'autant plus gravement à l'avenir. Eh bien on demande que les pays qui sont responsables payent pour ces dommages et nous aident à faire se préparer à ces situations catastrophiques. Peut-être, je voulais vous donner la parole justement pour essayer
que vous nous expliquiez comment cette discussion, dans la manière dont on discute de la responsabilité de chacun dans le changement climatique et de la manière d'essayer de trouver cet argent pour essayer d'équilibrer ce rapport de force face au changement climatique se pose. Et il se pose aussi beaucoup pour la jeunesse. Je crois que c'est une question importante, cette question de la justice climatique pour les mouvements que vous représentez, Friday for Future. Bonsoir. Ich glaube, ich würde noch mal kurz zurückgehen und ich werde noch mal kurz zurückgehen und darüber reden, wie die COP in eine Entwicklung der globalen Gerechtigkeit reinpasst. Also, weil das sicherlich jetzt auch nicht sich jeder mit den internationalen Klimaabkommen beschäftigt hat. Mit dem Kyoto-Protokoll war es noch so, dass quasi die Länder eingeteilt wurden in Industrieländer und die sogenannten Entwicklungsländer. Können Sie uns hören? Okay. Und das hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen maßgeblich geändert. Also das Pariser Klimaabkommen trifft diese Einteilung nicht mehr und trifft auch diese Kategorisierung in ihren Mechanismen nicht mehr. Also zum Beispiel im globalen Emissionshandelssystem aus dem Pariser Klimaabkommen, was in Artikel 6.4 definiert wird, wird nicht mehr wird nicht mehr unterschieden in Industrieländer und Entwicklungsländer, sondern vielmehr guckt man, dass Länder sich gegenseitig unterstützen, ein Technologietransfer stattfindet, natürlich auch Geld investiert wird in Projekte in allen möglichen Ländern und dann diese Emissionsminderung auf die nationalen Klimaziele quasi angerechnet werden. Das zeigt im Prinzip auch, dass das Denken der Klimakrise in quasi Entwicklungsländer und Industrieländer aufgehoben wurde, dass man mehr in die Richtung geht, dass man zwar schon die Verantwortung betrachtet, aber weg von diesem fast schon neokolonialen Denken kommt, dass jetzt einfach die Industrieländer, die reichen Länder Geld in die armen, betroffenen Länder stecken und dann ist alles geklärt, sondern dass Verantwortung innerhalb der Klimakrise komplexer ist und man auch innerhalb indem man versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden, auch zum Beispiel koloniale Entwicklung berücksichtigen muss oder koloniale Hintergründe. Und in der COP-Entscheidung, vor allem in der COP-Entscheidung zu den Loss and Damages, zu den Verlusten und Schäden, wird das nochmal deutlicher, dass im Prinzip jetzt auch die betroffenen Länder, die betroffenen Menschen mehr zu Wort kommen, dass ihnen das anerkannt wird, dass sie eben zentrale Schäden haben, dass sie am betroffensten sind und dass sie auch jetzt schon deutlich stärkere Konsequenzen der Klimakrise spüren, als wir im globalen Norden oder in den least affected places, also in den am wenigsten betroffenen Gebieten. Und man muss ganz klar sagen, zu dieser Loss and Damage Entscheidung, das war ein Erfolg der Zivilgesellschaft, denn im Prinzip ist diese Entwicklung vor allem gekommen, weil Aktivistinnen und Zivilgesellschaften sich auf der ganzen Welt zusammengetan haben, vor Ort, aber auch im Vorfeld, überall auf der Welt diese Loss and Damage Entscheidung eingefordert haben und gesagt haben, es kann nicht so weitergehen, dass wir ignorieren, wie sehr einige Länder schon unter der Klimakrise leiden. Also ich finde, das ist auch immer eine Quelle der Hoffnung, wenn man sieht, dass diese Zivilgesellschaft etwas verändern kann und etwas voranbringen kann. Und trotzdem ist diese COP auch so symbolisch, weil sie auch so viel zeigt, was falsch läuft. Also nochmal, der Sponsor der COP war Coca-Cola. Ja, der größte Plastikproduzent der Welt, und Plastik wird aus fossilen Rohstoffen geschaffen, ja. Dann auf der COP, es waren über 500 fossile Lobbyisten dort. Damit wäre die fossile Industrie die größte Delegation. Die haben mehr Menschen auf der COP als die größten Länder der Welt. Die haben
ein riesen Einfluss und das ist ein wahnsinniges Problem, was wir auch immer wieder, glaube ich, thematisieren müssen. Und dann ist es auch so, dass eben zwar diese symbolische Loss-and-Damage-Entscheidung getroffen wurde, aber halt die ganzen anderen großen wichtigen Fragen der Klimafinanzierung nicht geklärt wurden, des Emissionshandelssystems nicht geklärt wurden und man eben nur gesagt hat, wir reduzieren die Benutzung der fossilen Energien, aber wir einigen uns nicht auf ein Enddatum. Also ganz, ganz große Fragen, die da noch bleiben und damit würde ich jetzt zur Responsabilität, zur Verantwortung kommen. Ich glaube, das ist ganz spannend, denn ich studiere ja Jura, leider. Und es ist so, dass ich das Studium gewählt habe, weil es mir wichtig war, zu verstehen, wie wir Recht nutzen können, um Klimagerechtigkeit voranzutreiben. Und das ist aber leider ein Feld, was im Jurastudium gar nicht vorkommt und auch sonst im Recht in den juristischen Kreisen total unterbesetzt ist. Also man fühlt sich da manchmal wie so ein Einhorn in der Vorlesung oder auf so diesen ganzen Treffen oder Podiumsdiskussionen. Und das hat sich 2019 geändert. 2019 hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland eine Entscheidung getroffen, die wirklich viel verändert hat, sowohl im politischen Diskurs als auch im juristischen. Das Bundesverfassungsgericht hat auf eine Klage von jungen Menschen gemeinsam mit NGOs, die gesagt haben, die Regierung macht nicht genug, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, ihr habt recht, die Regierung macht nicht genug. Und die Argumentation war nicht einfach nur, Pariser Klimaabkommen ist verbindend und die Regierung muss was machen, sondern das Gericht hat gesagt, aus den Grundrechten geht hervor, dass ihr ein Recht habt, frei zu leben und diese ganzen Freiheiten genießen müsst. Aber, und das ist wirklich revolutionär, die Regierung muss nicht nur darauf achten, dass ihr jetzt frei leben könnt, sondern auch noch in 20 Jahren und auch die nächsten Generationen. Und aus dieser Verantwortung der Regierung entsteht quasi ein Recht auf Klimaschutz, ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Und das ist wirklich maßgeblich, weil es eben, glaube ich, auch eine große Wahrheit ist oder ein wichtiger Punkt, dass man daran denkt, dass es eben sicherlich auch individuelle Verantwortung gibt, aber vor allem eine Verantwortung, die sich aus den Grundrechten, aus den Grundfreiheiten ergibt, der Regierung. Und das ist eben das, was wir auf den COPs umsetzen müssen, was wir im internationalen Klimarecht umsetzen müssen. Vielen Dank. Je crois que... Et je crois qu'on peut passer la parole à Sébastien Mabille sur le sujet justement du droit, en revenant un tout petit peu en arrière, puisque on a parlé de la responsabilité des États. Il y a ce travail de lobbying qui a été fait de la part des petits États pour faire reconnaître cette question des droits et dommages. En parallèle, il y a aussi un combat qui se porte sur le droit et sur la responsabilité des États, avec, je crois, des États qui se sont attaqués directement via des questions de droit à la responsabilité des pays du Nord pour demander des réparations. Et je pense qu'ensuite, on pourra aller vers ce que vous disiez sur cette question de comment le droit aujourd'hui s'impose finalement dans cette question de la manière dont on peut régler cette question de la responsabilité et de la justice sociale, de la justice climatique. Oui, merci. En ce qui me concerne, pour le juriste que je suis, l'accord de Paris, il a eu un apport fondamental, c'est de fixer un objectif. Sur la base de la science. Que nous dit la science? La science nous dit que le réchauffement, la Terre s'est réchauffée dans une proportion entre 0,8 et 1,3 degrés, qu'il est incontestable désormais que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres, que ce réchauffement, un réchauffement supérieur à 1,5 degré représenterait une menace majeure pour la biodiversité et le fonctionnement des sociétés humaines, et que les risques les plus graves associés à un dépassement
à 1,5 degré constituent les points de basculement, les tipping points en anglais, qui seraient susceptibles d'entrer en action au-delà de ce seuil de 1,5 degré. C'est la raison pour laquelle, sur la base de ces travaux scientifiques du GIEC, que la communauté internationale, 196 États, se sont accordés sur un objectif désormais universel de limiter le réchauffement à 1,5 degré et, en tout état de cause, de rester nettement en dessous de 2 degrés. C'est l'article 2 de l'accord de Paris. Et alors ce seuil de 1,5 degré, il n'a pas été, encore une fois, fixé au hasard. C'est parce que, selon les scientifiques encore, il y a sur la Terre environ 16 points de basculement qui ont été identifiés. La perte de la forêt amazonienne, la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique central ou de l'Ouest, la fonte de la mer de Barents, etc., le dégel du permafrost. Et que lorsque nous passeront ce seuil de 1,5 degré, ces points de basculement seraient susceptibles de rentrer en action. Et ces points de basculement auto-alimenteraient un réchauffement, quand bien même nous viendrons à atteindre la neutralité carbone et à baisser considérablement nos émissions. Donc c'est pour ça qu'il est impératif pour les sociétés humaines de respecter cet objectif universel. Alors, il y a aussi une autre notion que je préfère utiliser plutôt que celle d'un réchauffement à plus 1,5, plus 2, plus 3, plus 4 degrés à un horizon fin du siècle dans lequel, honnêtement, nous serons quasiment tous morts. C'est cette notion de budget carbone. Parce qu'une fois qu'on a compris cette idée de seuil, on peut comprendre également le budget qui reste à l'humanité pour ne pas dépasser ce seuil. L'humanité émet en moyenne 33 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an, 33 gigatonnes, trentaine, ça dépend des années, ça reste en augmentation d'une année sur l'autre. Et le GIEC nous dit que nous disposons d'un budget de 380 gigatonnes pour ne pas dépasser ce seuil de 1,5 degré. Donc si vous faites le calcul, il nous reste peu de temps. Plus ce budget carbone sera dépensé, sera consommé lentement avec parcimonie, plus les sociétés disposeront de capacités d'adaptation qui seront plus longues. Et donc c'est là où on voit tout l'enjeu aussi de la responsabilité et de la justice climatique, c'est-à-dire d'identifier à partir de là quels États, quels pays, quelles organisations et même quels individus dépensent de manière inconsidérée ce budget carbone qui devrait être finalement le bien le plus précieux de l'humanité, puisqu'il conditionne, encore une fois, notre capacité à l'humanité à ne pas rentrer dans un processus que je ne qualifierais pas d'injustice climatique, mais de barbarie climatique, dont on commence aussi à voir les effets, notamment lorsqu'on laisse mourir en mer Méditerranée des gens qui fuient, pour certains, un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué et qui résulte d'un mode de vie dont ils n'ont pas profité. Donc c'est là où la question de la justice climatique permet, et l'accord de Paris et cet objectif de 1,5 degré, permet déjà d'identifier les pays ou les organisations qui ont la plus grande responsabilité, et notamment les entreprises pétrolières, responsables, les énergies fossiles étant responsables de 70% des émissions, ce qui est considérable. Les entreprises pétrolières qui, par ailleurs, étaient les premières, dès les années 70 et les années 80, à comprendre de manière précise le phénomène et les conséquences des produits qu'ils mettaient sur le marché. Nous avons eu dans les années 90 les procès aux États-Unis des fabricants de tabac. Nous aurons probablement, mais c'est peut-être encore plus tôt, celui demain des entreprises pétrolières et de leurs dirigeants qui contribuent et qui nous mènent droit à cette catastrophe. D'où l'importance pour la société civile d'engager des actions en justice de manière à contraindre ces États, ces entreprises à respecter cette norme universelle
qui figure à l'article 2 de l'accord de Paris. Et c'est le sens des procès qui sont engagés, qui ont été gagnés aux Pays-Bas contre l'entreprise Shell, qui a été contrainte avec une injonction de baisser de 45% ses émissions d'ici 2030. C'est ce que nous dit le GIEC, y compris sur ses émissions indirectes liées à la vente de ces produits. Conséquence, Shell a transféré son siège au Royaume-Uni, ce qui n'est pas anodin, pour fuir une décision de justice. Il envisage désormais d'aller aux États-Unis, puisque les administrateurs de Shell sont désormais poursuivis au Royaume-Uni par d'autres organisations, Clienters notamment, pour ne pas se soumettre à l'injonction du juge néerlandais. C'est le sens du procès qu'ont engagé un certain nombre d'associations et de collectivités territoriales, notamment les villes de Paris et New York, contre Total, pour lui demander de s'aligner sur cet objectif et de baisser ses émissions à hauteur de 45 degrés. C'est également des contentieux qui sont menés à l'encontre des États. Et notamment, nous avons Jean-Marc Sauvé, qui est également vice-président du Conseil d'État, avec une décision remarquable qui a été rendue par le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe, où le Conseil d'État opère un nouveau contrôle qui est celui de la trajectoire, du respect de la trajectoire, et qui suppose de se projeter dans un futur pour reconnaître que finalement, nous ne sommes pas à l'instant T en mesure d'atteindre l'objectif que l'on s'est assigné, même si cet objectif est un objectif futur. Et en fait, cette question de justice climatique nécessite aussi de finalement construire une éthique du futur, aussi et principalement pour les générations futures et pour les jeunes qui sont là pour la plupart à l'initiative de tous ces contentieux climatiques. Et Theresia mentionnait avec justesse l'importance de cet arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle allemande, Cour de Karlsruhe, le 24 mars 2021, il y a bientôt 2 ans, et dans lequel la Cour a reconnu cette rupture de l'équité transgénérationnelle. Alors, pour résumer cette affaire, l'accord de Paris a été adopté en 2015. En décembre 2019, l'Allemagne transpose en quelque sorte l'accord de Paris à travers sa loi climat. Cette loi climat est déférée par un certain nombre d'organisations de jeunes dont l'intérêt à agir a d'ailleurs été reconnu par la Cour constitutionnelle, de jeunes allemands, mais également d'étrangers, qui considéraient que la loi climat allemande leur faisait peser un fardeau qui était insupportable. Et ce que dit la Cour de Karlsruhe dans cette décision majeure, elle juge, je cite, qu'il n'est pas tolérable de permettre à une certaine génération d'épuiser la majeure partie du budget résiduel de CO2 en ne réduisant les émissions que de façon relativement modérée, si une telle approche a pour effet de faire porter aux générations qui suivent un fardeau écrasant et de confronter ces dernières à une vaste perte de leur liberté. Puisque oui, ce sont les libertés, pas nos libertés à nous à l'instant T, mais les libertés de ceux qui nous suivent demain, qui sont directement menacés par un phénomène auquel ils n'ont pas contribué. Et c'est là où l'injustice est tout à fait criante et où le risque de sombrer ensuite dans la barbarie et dans une déshumanité est tout à fait prégnant. Et qu'on peut également penser au sein d'une même génération, des équités intergénérationnelles, lorsque l'on sait, et je m'arrêterai là, que les 10% les plus riches sur Terre sont responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, que les 1% les plus riches sont responsables entre 15 et 17%. Et quand vous prenez finalement cette notion de budget carbone, c'est 380 milliards de tonnes qu'il nous reste à dépenser, et que vous avez encore aujourd'hui des gens qui se permettent de les brûler de manière inconsidérée pour partir en jet privé à Ibiza, aux Antilles, pour des choses qui n'ont aucune utilité sociale, il y a également une injustice qui est flagrante et qui devrait susciter la révolte des jeunes générations qui nous suivent ou des personnes les plus pauvres qui subissent de plein fouet les effets climatiques tout en sachant pertinemment, puisqu'aujourd'hui avec Internet tout se sait, qu'elles subissent
un phénomène dont elles ne sont pas à l'origine. Et aujourd'hui, un paysan du Mozambique qui subit les effets dévastateurs d'un cyclone qui n'a, par le passé, jamais connu dans cette région-là, est en mesure de comprendre que la perte de sa maison, la perte de ses cultures, la perte de son travail résulte du mode de vie, du comportement, de l'égoïsme de nos sociétés du Nord. Et on peut avoir la même chose entre les générations qui nous suivent et notre génération. Et finalement, je terminerai par là, ça nécessite, mais c'est aussi une des fonctions anthropologiques du droit, ça nécessite aujourd'hui de réfléchir à la hiérarchisation de nos libertés. Jean-Marc Sauvé le disait avec justesse, nous avons totalement surestimé, en tout cas donné une importance considérable aux libertés et aux droits individuels, peut-être dans la suite de l'esprit de mai 68. Aujourd'hui, il faut pouvoir hiérarchiser ces libertés, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, doivent connaître leurs limites face à des droits fondamentaux que sont notamment en premier lieu le droit à la vie et le droit à la vie de ceux qui nous suivent et qui vivront demain sur cette planète. Merci, Monsieur Mabille. Je crois que Daria Sotoudeh, vous connaissez très bien ces questions d'inégalité et que des inégalités dans les émissions, mais des inégalités aussi dans les effets qui sont vécus par les populations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous saisissez de cette question au sein de ce mouvement et comment vous entendez faire porter une autre voix? Oui, donc je vais parler en allemand aussi. Ja, ist ein bisschen einfacher. Genau, also meine VorrednerInnen haben ja schon erläutert, wie sich die Verantwortung und auch die Folgen der Klimakrise auswirken, wie ungleich sie sich auswirken. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird. Für uns als Klimagerechtigkeitsbewegung, da gehe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer darauf ein, wie wir das behandeln oder welche Maßnahmen wir fordern, wie wir das bekämpfen wollen. Also das, was wir seit Jahren eigentlich fordern, ist auch die hier schon erwähnte 1,5 Grad Grenze von Paris. Das ist eigentlich so die Hauptforderung, die von Anfang an besteht. Und zwar, weil sie eigentlich das Minimum ist, was es braucht, um Klimagerechtigkeit zu erreichen. Und dieses absolute Minimum wurde bis jetzt nicht mal erreicht oder es droht eigentlich zu scheitern. Und genau unter dieser Forderung finden sich eben all diese Aspekte und die sind eng damit verknüpft. Wir sind zum Beispiel, für uns ist der Kampf für Klimagerechtigkeit auch ein Kampf gegen die globalen Ungerechtigkeiten, die eben bestehen und die strukturell verstärkt werden durch die Klimakrise. Das wurde jetzt auch schon, also ich will es nicht alles nochmal wiederholen, aber es ist natürlich ganz deutlich, dass sowohl Länder als auch Personengruppen, die ohnehin schon benachteiligt sind, die unterdrückt werden, noch stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Und deshalb ist das Selbstverständnis, das wir haben als Bewegung, die für Klimagerechtigkeit kämpft, dass wir gleichzeitig auch strukturelle Ungleichheit bekämpfen müssen, Diskriminierung bekämpfen müssen, weil all diese Aspekte, all diese gesellschaftlichen Aspekte am Ende sehr stark zusammenhängen. Und das, wofür wir uns einsetzen, ist eine Transformation hin zu einer ökologischen, also klimafreundlichen, aber auch sozial gerechten Gesellschaft. Und zwar sowohl global gesehen als auch national, zum Beispiel jetzt auf Deutschland runtergebrochen. Und und ein ganz entscheidender Aspekt dabei ist natürlich, dass die Frage, was verursacht denn solche Krisen? Was hat die Klimakrise verursacht? Was verursacht andere soziale, gesellschaftliche Krisen? Und da kommt man immer wieder
auf unser Wirtschaftssystem zurück, das eben stetiges Wachstum priorisiert, über Menschenleben stellt, also am Ende immer Profite an erster Stelle stehen, vor dem Klima, vor Aspekten der sozialen Gerechtigkeit, vor Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Und das sehen wir auch sozusagen als das Kernproblem, das es zu bekämpfen gibt. Und deshalb ist zum Beispiel für uns auch sehr wichtig, dass wir uns mit anderen politischen Bewegungen und Gruppen zusammentun, die vielleicht als Schwerpunkt andere gesellschaftliche Aspekte haben, aber dass wir da uns gegenseitig unterstützen und immer wieder auf die Zusammenhänge verweisen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie soll das konkret aussehen? Da gibt es natürlich zahlreiche Forderungen, angefangen mit der 1,5 Grad Grenze, dem Pariser Klimaabkommen, Loss and Damage, aber das sind eben alles nur Grundlagen, die auch noch ausgearbeitet werden müssen. Wie wir ja schon gemerkt haben, gibt es noch viele offene Fragen. Und ein sehr zentraler Aspekt in dieser ganzen Frage, wie man die Folgen der Klimakrise global ein bisschen ausgleichen kann, ist der finanzielle Aspekt. Und auf den wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen, denn koloniale Strukturen herrschen natürlich weiter und Länder, die ehemals kolonisiert worden sind, sind häufig de facto immer noch abhängig vom globalen Norden, ob das jetzt politisch ist oder finanziell, zum Beispiel durch internationale Währungssysteme oder auch über große Konzerne. Und es gibt eine sehr starke Schuldenspirale. Viele Länder des globalen Südens, die eben stark von der Klimakrise betroffen sind, sind finanziell abhängig, haben Schulden beim globalen Norden und kommen aus dieser Spirale auch nicht raus und sind dann zum Beispiel wieder gezwungen, fossile Rohstoffe abzubauen in ihrem eigenen Land, um diese Schulden irgendwie begleichen zu können. Also da schließt sich dann auch dieser Kreis. Genau, und deshalb fordern wir zum Beispiel gemeinsam mit Debt for Climate eine Entschuldung von Ländern des globalen Südens oder auch MAPA, also eben Länder, die eine Kolonialvergangenheit haben und sehr stark von der Klimakrise betroffen sind. Genau. Und in der Praxis sieht das dann eben auch so aus, dass wir uns natürlich zum einen international vernetzen. Also Fridays for Future ist eine globale Bewegung. Es gibt in sehr, sehr vielen Ländern auf 6 Kontinenten Gruppen und der stetige Informationsaustausch, der Perspektivwechsel ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um dann eben auch gemeinsam Druck auf die Regierungen auszuüben. Und das ist zum Beispiel dann auch auf der COP passiert, bei der natürlich jetzt nicht so stark vertreten wie die fossile Lobby, aber es waren AktivistInnen von Fridays for Future und anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen vor Ort. Es wurde auch versucht, aus möglichst vielen Ländern viele Perspektiven einzubringen und sich dann gemeinsam Strategien zu überlegen, wie man noch mal lauter werden kann. Genau. Und ich glaube, da ist es auch einfach nochmal wichtig zu schauen. Also natürlich wird sehr häufig erwartet von Ländern wie Deutschland oder Frankreich, dass sie eine Vorreiterrolle einnehmen. Aber faktisch tun sie das gerade natürlich absolut nicht, weil sie an der 1,5 Grad Grenze komplett scheitern, weil sie weiterhin mit fossilen Konzernen am Ende über ihre Klimapolitik verhandeln. Also ein neueres Beispiel ist Lützerath. Ich denke mal, das ist zumindest einigen bekanntes, genau. Also da hat am Ende die Regierung mit RWE darüber verhandelt, wie sie ihre Klimaziele setzt und ob dann eben Lützerath bestehen darf oder nicht. Und das ist ein globales Problem, das immer wieder passiert, dass einfach große Konzerne und eben vor allem fossile Konzerne wahnsinnig viel Mitspracherecht haben im Vergleich zu den Menschen, die dann am Ende die Krise sehen oder die sie jetzt schon sehen. Und das ist was wir sehr zentral einfach ansprechen, anprangern und bekämpfen wollen. Ja. Merci.
Il y a une question importante qui est posée lorsque vous dites ça aussi, c'est la question du développement en fait des pays du Sud à partir aussi de leurs propres ressources et en dehors du cadre imposé par les pays du Nord. Cette question du développement des pays du Sud, elle se pose de manière de plus en plus importante avec cette question d'un développement indépendant finalement des pays du Nord et d'essayer de sortir de ces aspects coloniaux dont vous parlez. Est-ce que Sébastien ou peut-être Madame Menninger, vous voulez vous exprimer sur cette manière dont il y a aussi un accompagnement du développement avec une vision de ce développement qui change un petit peu? Ich kann dazu antworten. Bei Brot für die Welt begleitet viele Projekte im globalen Süden auf dem Weg zu Energiesicherheit, und zwar durch erneuerbare Energien. Es ist einfach ein Mythos und es ist schlichtweg eine Lüge, wenn man davon spricht, man muss den Entwicklungsländern dieselbe Freiheit geben, den fossilen Weg zu gehen, wie Industriestaaten. Denn der fossile Weg führt sie nicht zu mehr Freiheit oder Energiesicherheit oder Zugang zu Energie oder gar Überwindung von Armut. Das stimmt einfach nicht. Wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, die Fossilen erreichen nicht die ländlichen Gebiete, sondern die Erneuerbaren tun es. Wir brauchen über Atomkraft überhaupt nicht zu reden, schon allein aus ökonomischen Gründen. Die ärmsten Staaten dieser Erde werden sich nicht leisten können, Zugang zur Atomkraft zu bekommen, weil es einfach zu teuer ist. Also das fern von allen anderen Gründen, wie zum Beispiel die Sicherheit, die natürlich bis heute nicht geklärt ist, die Risiken der Atomkraft, ist es so, dass die Erneuerbaren erschwinglich sind, sie sind vorhanden und sie führen wirklich dazu, dass Energiearmut in den ärmsten Gebieten überwunden wird. Auf die billigste Art und Weise. Von daher ist das der richtige Weg. Und Klimagerechtigkeit bedeutet, dass die Verursacher der Klimakrise, die reichen Industriestaaten, Klimafinanzierung bereitstellen, um eben die ärmsten Staaten dabei zu helfen, direkt ins postfossile Alter zu springen. Wir nennen das Froschsprung, also Leapfrogging, und sofort den Sprung machen, die fossile Ära überspringen, nicht dieselben Fehler machen wie die Industriestaaten und direkt die Erneuerbaren einsetzen. Denn was immer man für einen Gerechtigkeitsbegriff hat, die einen dürfen so viel Mist bauen wie die anderen. Es führt nun mal dazu, dass wir das 1,5 Grad Limit so nicht einhalten werden, wenn alle dieselben Fehler machen. Und natürlich, ja, bedeutet Klimagerechtigkeit, aber das war jetzt nicht Ihre Frage, dass als allererstes und ganz drastisch alle Industriestaaten sofort ihren CO2-Ausstoß gegen Null runterdrücken. Das ist natürlich das allererste. Und eben allen Entwicklungsländern helfen, genau dasselbe zu tun oder erst gar nicht zu entwickeln. Erst gar kein CO2 zu entwickeln, indem sie sofort die Erneuerbaren einsetzen. Das aus ganz, ganz vielen Gründen und allen voran eben aus Hunger- und Armutsüberwindungsgründen. War das Ihre Frage? Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Oui, oui. Merci. Je ne veux pas prolonger parce que je suis entièrement... Enfin, il y a beaucoup de choses que je partage avec ce que vient dire Madame Menninger sur les trajectoires de développement qui doivent être pensées de manière nouvelle et pas en reproduisant les erreurs qu'on a faites et en même temps en les pensant depuis les situations spécifiques de chacun des pays. Ce que je trouve important de souligner, c'est qu'un certain nombre de pays du Sud disent aussi aujourd'hui cette nouvelle économie décarbonée qu'on construit à l'échelle de la planète, il y a un risque qu'elle nous laisse de côté encore plus. Et donc, il y a des organisations comme Brot für die Welt, pas mal de bailleurs de l'aide au développement cherchent à développer les énergies renouvelables dans les pays du Sud. Mais on a aussi des stratégies, qu'elles soient françaises ou allemandes, qui semblent aller chercher les matières premières ou les ressources de l'économie décarbonée dans les pays du
du Sud et avec le risque de les replacer comme des fournisseurs de matières premières sans aucune capacité à capturer de la valeur ajoutée et donc à avoir des emplois et à faire leur industrialisation. Je donne 2 exemples. Évidemment que la question des matériaux critiques pour nos batteries est extrêmement importante. Dans quelle mesure la République démocratique du Congo pourra à un moment valoriser, je crois que c'est des ressources en cobalt, de telle manière qu'il y ait de la capture de valeur ajoutée locale, ou est-ce qu'elle va être de nouveau dans un régime colonial d'exploitation de ces ressources. On a aussi, je crois, du côté de l'Allemagne, la stratégie pour aller... Alors, je ne parle pas de la stratégie du chancelier pour aller chercher du gaz, qui est extrêmement compliquée et qui, je crois, est extrêmement discutable. Mais il y a aussi la stratégie d'hydrogène vert. L'Allemagne veut absolument diversifier ses approvisionnements. Mais quand elle va chercher de l'hydrogène vert en Afrique, comment est-ce qu'elle peut s'assurer, et que d'ailleurs qu'on le fasse un peu de manière coordonnée en Europe, mais qu'elle le fasse d'une manière qui construise aussi de l'industrialisation locale. Avant d'exporter l'hydrogène, il faut que l'électricité qu'on va utiliser pour produire l'hydrogène soit d'abord que les pays aient accès à l'électricité pour leur population et pour leur propre industrialisation, et que l'hydrogène serve d'abord localement avant de l'exporter. Et ça, la discussion entre la Namibie et l'Europe a beaucoup progressé, mais elle était très mal embarquée au démarrage. Et puis je vais pas donner d'autres exemples. C'est pas pour pointer l'Allemagne du doigt plus que la France, en l'occurrence. Mais cet exemple-là sur l'hydrogène vert est extrêmement préoccupant. Et donc ça, il faut l'entendre aussi. Même dans les chemins de décarbonation de l'économie, on est en risque de renvoyer une partie de ces pays qui n'ont pas de capacité financière à investir dans un rôle de producteur, dans un rôle de subordination comme elles l'ont connu à la période coloniale. Et il faut leur donner les moyens de s'industrialiser. Ça aussi, c'est une responsabilité des pays européens. Je voudrais ajouter quelque chose. Wir haben jetzt sehr viel über so den Aspekt den Aspekt von Klimagerechtigkeit gesprochen, der Länder betrifft, der den globalen Norden und den globalen Süden betrifft. Aber ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass Klimagerechtigkeit nicht nur eine Frage von Finanzierung von Ländern ist, sondern auch von bestehenden sozialen Benachteiligungen. Zum Beispiel Frauen sind von der Klimakrise stärker betroffen. Das sieht man daran, oder ein Beispiel dafür sind Überschwemmungen, bei denen Frauen und Kinder 70% wahrscheinlicher sterben als Männer, weil ihnen die Rolle zugewiesen wird, aus den Häusern die Kinder und die Tiere und die Wertsachen rauszuholen, weil sie nicht so in der Lage sind, zu fliehen. Und wir hatten jetzt gerade den Internationalen Frauenkampftag, daher wollte ich das auch nochmal erwähnen. Und das ist insofern wichtig, weil wir nicht nur in den Investments, die wir machen in den globalen Süden oder die Gelder, die dorthin fließen, das berücksichtigen müssen, sondern auch, wenn Deutschland auch wenn wir überlegen, wie wir klimagerecht werden. Deutschland zum Beispiel hat diese große Gasfrage, die auch schon mehrfach angesprochen wurde. Und was passiert ist, dass Deutschland zuletzt mit dem Senegal verhandelt hat über Gaslieferungen. Und was die Regierung komplett übersehen hat, ist, dass wenn neue Gasvorkommnisse im Senegal erschlossen werden, dass Zehntausende Familien ihre Lebensgrundlage, nämlich die Fischerei, verlieren. Auch da ist dann wieder die Situation, dass besonders Frauen und Kinder unter dem Wegfall ihrer Lebensgrundlage leiden, ja. Das heißt, Klimagerechtigkeit ist nicht nur eine Frage des Geldes oder der erneuerbaren Energien. Es ist vor allem auch eine Frage der bestehenden Benachteiligung, der bestehenden Diskriminierung, und das müssen wir auch immer wieder bedenken. Merci, oui, c'est tout à fait juste, puisqu'en fait, vous portez, en fait, vous posez la question, en fait, des impacts de cette transition, que cette transition, elle soit énergétique, écologique, environnementale à l'échelle globale. On le voit dans nos pays aussi, à l'échelle de la société. On sait que cette transition, elle va être plus importante et plus impactante pour certaines franges de la population. Est-ce que aujourd'hui, peut-être, Monsieur Mabille, est-ce que aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, on arrive à
à contrer un petit peu les effets justement dévastateurs parfois de cette transition? Malheureusement non. Et puis en France, on a vécu il y a quelques années, dans un temps proche, le mouvement de la révolte des Gilets jaunes, qui était peut-être après celle des bonnets rouges, qui était un peu plus confidentielle et limitée à la Bretagne, mais les premières crises sociales qui avaient en toile de fond la crise climatique. Et aujourd'hui, on sait tous que cette transition, cette rupture, parce que on parle bien quand on parle de délai aussi court, quelques années, ou pire 1 ou 2 décennies. Donc c'est extrêmement rapide, ces ruptures qui vont intervenir. On sait bien qu'il y a un fardeau qui va être supporté par certains. On évoquait les matériaux critiques, le développement des mines qu'on va bien devoir mettre quelque part, exproprier des gens. Donc des changements de comportement, des changements de mode de vie extrêmement rapides. Et la question, c'est aussi qui va supporter le fardeau de cette transition. Il ne faut pas dire que ça sera une transition heureuse, ça sera quelque chose de douloureux. Et le principal obstacle aujourd'hui, c'est un obstacle d'acceptabilité sociale de ces changements extrêmement durs. Et c'est la question qu'ont posé les Gilets jaunes, c'est pourquoi, par exemple, encore aujourd'hui, si vous allez faire du shopping à New York, le kérosène de votre avion est taxé à 0%. L'ouvrier qui va faire 30 km pour aller à son usine, il va consommer une essence taxée à 60%. Pourquoi ? Vous savez qu'en France, on a voté une loi climat et résilience, et que s'il y a une alternative bas carbone en moins de 2h30, les vols commerciaux sont interdits. Certes, mais pas les jets privés. Pourquoi ? On a voté l'interdiction des véhicules thermiques, enfin en tout cas on est en passe d'adopter l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035. On déroge pour les petits constructeurs, Maserati, Lamborghini, etc., qui vont pouvoir continuer à vendre des voitures extrêmement polluantes à une élite mondialisée. Pourquoi aujourd'hui, et c'est pour ça que cette question, effectivement, sud global, nord global, et ces inégalités entre pays est encore prégnante, mais depuis le protocole de Kyoto et depuis 1995, se sont également considérablement creusées les inégalités au sein même des pays. Et aujourd'hui, vous avez une petite élite mondialisée qui fait totalement sécession avec, finalement, le commun qu'on doit construire. Et ce futur, cette éthique du futur. Et je voulais juste terminer, puisqu'on est à la maison de la Fondation de l'Allemagne, sur une citation de quelqu'un qui a peut-être eu raison trop tôt, et d'ailleurs qu'on a subi les conséquences, qui à l'époque a été injurié, a été insulté. Je voulais parler d'Hans Jonas, qui en 1979 écrivait et définissait le principe de responsabilité qui devrait être enseigné aujourd'hui à tous, et en premier lieu à ceux qui nous dirigent. Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Voilà, Hans Jonas, 1979, il avait tout compris. Aujourd'hui, il faut restaurer sa pensée et l'enseigner et la diffuser le plus possible, parce qu'il avait tout dit. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? On peut aussi passer aux questions s'il y en a. Oui. 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 Mais merci beaucoup de toutes ces contributions qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement stimulantes. Ce qu'Hans Jonas a dit trouve son inspiration dans Kant, hein, et ça nous fait remonter à la fin du XVIIIe siècle. Alors, encore un philosophe de langue allemande, mais je partage tout à fait ce qui a été dit. Juste quelques mots pour essayer de donner une perspective un peu moins pessimiste à la
totalité des interventions. Je sais bien que si on raisonne dans l'instant présent, il y a de quoi prendre un revolver et à se tirer une balle dans la tête, mais il y a un mouvement qui est en cours, un mouvement dont vous êtes les acteurs. Et c'est un mouvement qui fait bouger les lignes. Il y a le tipping point, c'est une expression anglaise que j'ai apprise il y a moins de 2 heures. Vous voyez que c'est une... Mais il y a le tipping point de la catastrophe, de la fonte de la banquise. Mais il y a aussi, j'allais dire, le tipping point qui va nous conduire en réalité à trouver un nouveau sens à notre existence et à notre destin collectif. Je crois que c'est à notre portée. Alors, si j'ai demandé la parole aussi, c'est pour échanger avec Madame Theresia Krone, qui a fait des études de droit et qui est un peu désespérée de faire du droit parce que le droit ne permet pas de participer effectivement au règlement de la crise climatique. Alors, je vais vous faire un aveu très personnel. Moi, j'ai commencé par faire des études d'économie. Et après 4 années d'études d'économie, après avoir fait mon mémoire de maîtrise sur les conséquences macroéconomiques d'une zone monétaire unique, c'était en 1969. Et j'anticipais sur la création de l'euro. C'était les conséquences, en fait, macroéconomiques d'une monnaie unique en Europe. Je suis arrivé à la conclusion que l'économie, non seulement ne nous donnait pas les outils pour avoir une croissance économique juste, mais qu'en même temps, l'économie n'était même pas, la science économique n'était pas capable de rendre compte du présent, de ce qui se passait. Et donc, j'ai décidé de faire du droit. Voilà. Parce que je me suis dit que pour changer le monde, le droit était un outil plus efficace. Et puis, j'ai fait du droit et je me suis retrouvé, comme l'a dit Christian Deussen, comme ça a été rappelé par Monsieur Mabille, j'ai été le président du Conseil d'État. Et voilà, avec l'arme du droit, oui, j'ai oublié de vous dire, je fais partie des petites mains qui ont écrit la charte de l'environnement. Bien. Et après, je préside le Conseil d'État. Et on doit juger ce qu'est la portée de la charte de l'environnement. Alors on peut dire que c'est un texte déclaratif, philosophique, qui en réalité n'a pas de conséquences pratiques, et on peut juger le contraire. C'est l'arrêt commune d'Annecy du 1er octobre 2008. Bien. Vous allez pouvoir maintenant taper sur vos smartphones pour voir si j'ai inventé l'arrêt et si j'ai inventé la date. Bon, l'année d'avant, on a jugé la question de la conformité à la Constitution française du texte qui était une ordonnance qui traduisait en droit interne français la directive sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin bon, bref, je voulais vous dire que le droit permettait effectivement de servir des objectifs de protection climatique. Alors, c'est pour vous renforcer dans votre vocation de juriste et aussi pour inciter l'auditoire à faire du droit. Monsieur Mabille, je crois, a rappelé notamment l'arrêt Grande-Sainte, commune de Grande-Sainte, le contentieux du siècle, où il a été jugé que l'accord de Paris, là aussi, n'était pas déclaratif, mais qu'il était créateur d'obligations et que, par conséquent, on pouvait, le Conseil d'État a enjoint au gouvernement de prendre des mesures plus rigoureuses afin de respecter la trajectoire de l'accord de Paris. Alors, le droit, soyons clairs, n'est pas un instrument qui permettra de régler tous les problèmes. Ce qui compte,
ça n'est pas l'outil juridique, cette technique de l'action collective qu'est le droit. Ce qui compte, c'est la volonté collective. La volonté collective qui s'exprime notamment au niveau des États, et notamment dans les négociations internationales, mais la volonté collective qui se traduit par l'énergie de la société civile. C'est-à-dire vous-même qui êtes des militants, voilà. Et donc, il ne faut pas désespérer de l'avenir. Et je pense que la crise climatique, c'est en réalité un enjeu absolument essentiel qui doit nous aider à trouver un sens, à une destinée collective qui aujourd'hui, enfin, qui ne peut pas se réduire à une somme de trajectoires individuelles, de destins individuels, de réussite et de performances individuelles. Sauver la planète, c'est ce qui nous permettra de mieux vivre ensemble. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question précédemment. Oui, bonsoir. Donc, je suis désolé. Donc, contrairement au président Sauvé, moi, je suis ingénieur et je fais un doctorat en économie. Donc, vraiment, c'est le pire du pire. Et quand même, je suis devenu directeur des 2 maisons à la cité universitaire. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde. Et 2 questions que je voulais poser. Première question. On parle beaucoup du changement du modèle social, économique. Il s'agit de quelque chose qui a pris beaucoup de temps. On parle du siècle, on a essayé de changer la façon d'évoluer tous les modèles économiques, mais on n'a pas beaucoup avancé. Par contre, la crise climatique maintenant est très pratique. Il faut intervenir maintenant. Et donc, quand on parle de tous les modèles, tous les systèmes, toutes les choses qu'on peut mettre en place pour changer maintenant le système, il faut plutôt réfléchir comme on essaie d'atteindre le résultat des degrés maximum. Et donc, on revient à la question clé, c'est la question énergétique. On fait comment? Parce qu'on doit considérer qu'il y a une grosse quantité d'énergie utilisée par des particuliers, mais aussi à échelle industrielle. Et donc, il y a une sortie définie technologique et soutenue par beaucoup de scientifiques pour dire qu'il faut trouver la manière d'électrifier la production, le maximum, l'utilisation de toutes les choses que nous on a. Et pour éviter de basculer, bien évidemment, dans le nucléaire, il faut trouver le maximum des systèmes pour utiliser toutes les ressources renouvelables. Ça veut dire avoir des batteries capables de stocker de façon permanente et de donner une énergie stable. Ça fait beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de centres de recherche qui travaillent sur ça en Europe et dans le monde entier. Est-ce qu'on peut plutôt imaginer d'endommager ou d'utiliser l'argent pour endommager, pour pousser au maximum, vous devez investir pour trouver une solution technologique qui, dans un délai court, nous permet d'oublier rapidement tous les ressources fossiles et après, bien évidemment, recycler les batteries. Sinon, on tombe tout de suite dans la même question des ressources. Donc, plutôt que les ressources fossiles, on tombe dans les ressources nécessaires pour produire la batterie. Première question. Deuxième question. En tant que directeur ici à la Cité, moi j'anime avec Paris Saclay, on fait mensuellement, on fait des rencontres sur l'empreinte de l'homme, des rendez-vous sur le climat et sur l'anthropocène. Et en tant qu'universitaire, j'ai perçu, j'espère que ce n'est pas le cas, mais vraiment encore plus un partage entre qui est vraiment derrière toutes les questions, il s'engage, il décide de façon même personnelle de sacrifier des choses pour essayer de donner la contribution. Et de l'autre partie, qui est de plus en plus large à cause de l'invasion de l'Ukraine, et surtout après la Covid, qui s'est renfermé dans l'individualisme, il dit c'est pas le moment.
C'est pas le moment. Les voitures à Paris, ouais, c'est très compliqué. On peut pas penser. Critère 2, 3, maintenant, déjà, il faut arriver à la fin du mois. Donc, c'est quoi votre ressenti sur ça? Votre point de vue, si vous avez la même sensation que c'est encore plus net cette partition dans la société et même parmi les plus jeunes des générations. Mais je garde le même regard optimiste que le président Sauvé. On est sorti de plusieurs crises. Moi, en tant qu'ingénieur des eaux et forêts, dans le XVIIe siècle, en France et en Europe, on avait moins de forêts que maintenant. Il y a un moment qu'on s'est posé la question. Ils se sont posé la question, il faut faire quelque chose. Donc, si au XVIIe siècle, on est arrivé à faire quelque chose, je crois que même maintenant, on peut aller encore plus loin. Merci. Merci. Je vais peut-être résumer les deux petites questions avec une première question que vous posez en fait sur le défi technologique aujourd'hui de l'énergie et du stockage de l'énergie. Là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui sont faits justement pour répondre à ce défi, aussi bien pour les pays du Nord que de donner les moyens aux pays du Sud de répondre aussi à ce défi technologique. Et pas uniquement en dépensant de l'argent, en finançant des projets, mais en essayant d'avoir des transitions structurelles, justes et dans lesquelles les pays peuvent s'investir. Est-ce que l'un de vous veut répondre sur cette question du défi, de ce que ça représente ? Je peux dire un mot rapidement. Je suis moi-même aussi ingénieur et je me soigne. J'ai l'impression que ce que vous disiez aussi, c'est est-ce qu'on ferait pas mieux de concentrer toutes les capacités financières qu'on a sur la solution du problème technologique, et j'ai cru entendre en sous-entendu, plutôt que de le dépenser aussi à d'autres sujets. Et en fait, je pense que aujourd'hui, on voit les grandes puissances technologiques déjà installées, Chine, les autres puissances asiatiques, les États-Unis et l'Europe, faire la course pour essayer de résoudre ce défi technologique et mettre beaucoup d'argent là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un déficit de financement public là-dessus. Et je crains plutôt que la course en question se fasse au détriment du fait que les pays du Sud doivent aussi faire partie de cette économie nouvelle qu'on est en train de construire. Et donc, je rejoins pas mal la question reformulée par Valentin sur l'idée qu'il faut aussi embarquer les pays du Sud dans ce défi d'innovation parce qu'ils ont aussi des choses à apporter. Les défis sont à la fois technologiques et dans les usages et dans les business models pour les diffuser, etc. Et donc, il faut que les systèmes de recherche et d'innovation existent aussi dans les pays du Sud et qu'on travaille avec eux. Ça serait une partie de ça serait ma réponse partielle à votre question. Moi, je voulais dire, ne laissons pas la solution de la crise climatique aux seuls ingénieurs, surtout pas. Parce que si on considère que c'est qu'une question de substitution d'une technologie à une autre, je crois qu'on n'a rien compris. Et le levier le plus important, c'est celui de la sobriété. Voilà. Ce que dit le GIEC dans son 6e rapport d'évaluation qui a été publié l'année dernière, il définit la sobriété comme un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter une demande en énergie, matériaux, usage des terres et eau, tout en assurant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Parce que effectivement, il y a la crise climatique, on en a parlé, mais la crise est protéiforme. C'est un effondrement de la biodiversité, c'est une crise chimique avec une contamination du monde, on en a parlé avec le plastique. Donc on a une série de crises qui s'interposent, qui sont liées à nos modes de consommation. Et la sobriété permettrait de réduire de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le principal levier, c'est les changements de consommation. Et ce que dit, je terminerai par là, le Haut Conseil pour le climat, qui également mentionne pour la première fois dans son dernier rapport la sobriété comme le levier important, dit que la sobriété est d'autant plus acceptable qu'elle contribue à réduire les inégalités. Il faut utiliser ce levier de la sobriété pour influer sur la réduction des inégalités et donc œuvrer dans le sens de la justice climatique. Ouais. Mais on a besoin, je vous rassure, on a aussi besoin de solutions technologiques et d'ingénieurs. Merci beaucoup.
Peut-être que pour répondre à la deuxième question, Daria Sotoudeh, vous pouvez parler de cette partition de la société dont vous parlez, finalement d'un groupe un risque d'avoir un groupe qui s'érige contre un autre. Vous avez dit la fin du mois et la fin du monde. On sait que c'est un slogan aussi de certains. Voilà, dis donc, la fin du monde et la fin du mois, ce sont le même combat, et il n'y a pas la fin du mois avant la fin du monde. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Ja, also ich wollte erstmal zu der vorherigen Frage auch noch mal ganz kurz hinzufügen, dass natürlich Innovation und technische Lösungen ein wesentlicher Faktor sind, aber das Kernproblem, warum wir in der Klimakrise nicht vorankommen, also gegen die Klimakrise, ist auch, dass es kein wirkliches Wissensproblem gibt. Die Lösungen sind da, sie existieren, aber es fehlt politischer Wille, beziehungsweise dann häufig eben auch konkret einfach Geld und Mittel. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, und auch, dass es auf keinen Fall eine Lösung sein kann, wieder auf zukünftige Entwicklungen zu setzen, sondern wir brauchen eben Lösungen, die jetzt da sind, die existieren. Natürlich wird es noch mehr technische Innovation geben, und das ist auch immer gut, aber ich glaube, man muss sich auch auf das verlassen, was gerade schon existiert, und es existiert eigentlich genug, um theoretisch auch 1,5 Grad noch zu erreichen. Zu der zweiten Frage, ja, es ist eine Frage, die, ich würde sagen, mich im Aktivismus eigentlich von Anfang an begleitet hat und seit dem letzten Jahr noch mal stärker. Wir befinden uns in multiplen Krisen, und viele Menschen versetzt das in ein Ohnmachtsgefühl, und man bekommt auch gleichzeitig aber das Gefühl, es ist eigentlich nur Raum für eine große Krise da, und auch in den Medien ist dann natürlich eine Sache immer sehr stark präsent und der Rest geht so ein bisschen unter. Und was ich da aber wichtig fand und gemerkt habe, ist natürlich jetzt in Bezug auf die Klimakrise, die schreitet leider weiter voran. Sie wartet nicht, so traurig das ist. Die momentane Situation sprengt oft so ein bisschen das menschliche Fassungsvermögen, was mich persönlich motiviert und viele meiner MitstreiterInnen, ist die Idee, dass wir Krisen auch gemeinsam bekämpfen können. Also wie ich vorhin schon meinte, der Ursprung ist oft derselbe, und wenn man sich gegenseitig unterstützt, kann man gleichzeitig gegen verschiedene Missstände ankämpfen. In dem Fall zum Beispiel Corona und Klima waren ja beide so ein Punkt, in dem man sagen muss, okay, man kann auf die Wissenschaft hören. Es gibt zumindest einigermaßen bei Corona auch eine Grundlage, und sich da auch zusammentun und Parallelen zu sehen und daraus zu lernen, oder auch zu sehen, zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, wie schnell dann doch reagiert werden kann, wenn irgendwo der Wille da ist. Und ich glaube, das ist auch was wichtig ist, in der Gesellschaft immer zu verbreiten. Natürlich gibt es viel Spaltung, natürlich werden, also gerade auch von PolitikerInnen und vor allem von, ich würde mal sagen, konservativeren PolitikerInnen wird gerne versucht, so ein bisschen zu spalten, werden Arbeitsplätze gegen Klimakrise ausgespielt, was aber oft gar nicht faktischen Tatsachen entspricht. Und es gibt auch dafür Lösungen. Es ist so, dass zum Beispiel im erneuerbaren Energiesektor wahnsinnig viele Arbeitsplätze stecken. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland mit Verdi gemeinsam gestreikt, einer Gewerkschaft, und mit den Beschäftigten, und da glaube ich auch nochmal verschiedene Gruppen zusammengeführt, und es gibt auch mit anderen Gewerkschaften Kooperationen. Wir haben auch neulich ein Fabrikkollektiv aus Italien getroffen, die in den GKN-Werken angestellt waren, also Teile für Autos hergestellt haben, und als die Schließung drohte, haben sie das Werk besetzt und wollen jetzt klimafreundlichere
Teile wie Solarmodule zum Beispiel produzieren, sind dazu auch persönlich bereit. Und das wäre eine Lösung, die eben allen zugutekommt, die sich mit einer Kreislaufwirtschaft verträgt und gleichzeitig Arbeitsplätze sichert. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, um eben zu zeigen, wenn man will, kann man auch an einem Strang ziehen. Und wenn wir solche Kooperationen ausbauen, dann, glaube ich, wird auch diese Idee nach und nach zurückgedrängt, dass eben, ja, man sich entscheiden muss zwischen dem Ende des Monats und dem Ende des Jahrzehnts oder Jahrhunderts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Sébastien Mabille a utilisé là, tout à l'heure un terme qui est très à la mode, en tout cas en France, donc la sobriété. La sobriété. Alors, est-ce que ce terme de sobriété ne cache pas non plus donc une autre, effectivement, hypothèse qui est présentée par certains, mais qui souvent choque ou interroge, qui est la décroissance. Parce que ça suppose effectivement la sobriété, suppose de toute façon la décroissance d'un certain nombre d'usages. Et peut-être même effectivement une décroissance toute ça. Alors est-ce que effectivement, de votre point de vue, donc est-ce qu'effectivement donc on échappera ou pas donc à un phénomène de décroissance, et donc si c'est le cas, effectivement à aggravation ou pas des inégalités et donc problème de justice ou d'injustice. Sébastien Mabille, vous voulez répondre? Oui, alors effectivement, la sobriété, ça interroge nos comportements individuels, c'est-à-dire nos modes de consommation. Et moi, je suis persuadé que puisque nous avons un certain nombre de limites planétaires, que nous avons une Terre qui est finie, que nous ne pouvons pas fonder nos sociétés sur une croissance infinie. Voilà. Alors, on arrive dans certains pays à avoir un début de décorrélation entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre, mais la croissance économique sera toujours extrêmement consommatrice de ressources. Et si on prend les questions des batteries, notamment de la substitution de la technologie à travers l'électrification, on a eu une étude très intéressante qui a été publiée l'année dernière d'Eurométaux, qui pour la première fois estimait le besoin en métaux au sein de l'Union européenne, à l'échelle de l'Union européenne, sur les métaux stratégiques, dans une perspective de net zéro, c'est-à-dire si l'Union européenne appliquait strictement le Green Deal. Et à l'horizon 2050, on serait à plus 33% pour l'aluminium, plus 331% pour le cobalt, plus 587 à 2666% pour les terres rares, et jusqu'à plus 3535% pour le lithium. Voilà. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si on n'a pas de sobriété qui accompagne ce mouvement, on va avoir des mines partout. Et les mines, encore une fois, c'est les plus pauvres. Ça a l'avantage par rapport... déjà, la mine est beaucoup plus impactante que les hydrocarbures, puisqu'on va chercher dans le sol et pas dans le sous-sol. Et puis la mine a cet avantage, c'est qu'elle permet de confiner les pollutions. Mais en général, confiner les pollutions là où vivent les personnes les plus pauvres et les plus défavorisées. Donc oui, sobriété nécessitera forcément, je crois, de la décroissance de nos sociétés. Mais c'est un gros mot en France, donc on préfère utiliser le mot sobriété. Oui, je voudrais terminer avec des mots plus optimistes. Monsieur Sauvé, Sie haben vorhin schon angesprochen Kipppunkte, und ich finde es wichtig zu betonen, es gibt nicht nur ökologische Kipppunkte, sondern es gibt auch soziale Kipppunkte. Die Sozialforscherin Professor Johanna Otto hat eine Studie veröffentlicht, wo sie analysiert hat, wo die sozialen Kipppunkte liegen. Das heißt, wir wissen nicht nur, eine aktive Zivilgesellschaft, eine aktive Minderheit kann die Gesellschaft, kann unsere Art, Politik und Wirtschaft zu machen, verändern, sondern wir wissen auch genau, in welchen Feldern wir ran müssen, ja. Und der zweite Punkt, das heißt, wenn Sie sich alle engagieren und wenn wir uns alle engagieren, können wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft kippt und nicht nur die Umwelt.
Und der zweite Punkt ist, aus der Psychologie wissen wir, und da können Sie gerne sich mal die Studie von Professor Ochala aus diesem Jahr angucken, die sich mit Hoffnung und Klima beschäftigt hat. Menschen, die engagiert sind, haben auch mehr Klimahoffnung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht als depressiver und ängstlicher Mensch durch die Welt gehen. Das heißt, wenn Sie sich engagieren, ja, dann verändern sie sich nicht nur die Gesellschaft und sorgen dafür, dass diese ganzen schlimmen Sachen, die passieren, über die wir geredet haben, nicht mehr passieren oder weniger passieren, sondern ihnen geht's auch besser, ja. Das heißt, wenn sie sich jetzt engagieren, dann haben sie gleich einen doppelten Vorteil und die Menschen um sie herum auch, weil wenn sie gute Laune haben und optimistisch sind, bitte jetzt ohne es zu übertreiben und nur noch das Gute zu sehen, weil wir müssen auch das was schlecht läuft, sehen. Aber dann haben sie gute Laune und die Menschen um sie herum und ihre mentale Gesundheit verbessert sich. Das sind meine letzten Worte. Ich dachte, wir müssen nochmal mit Optimismus enden. Je crois qu'il est difficile de mieux conclure cette table ronde. Je crois qu'on arrive au bout de l'échange. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cet échange. Et puis, je vous souhaite à bientôt. Merci.